commence avec vous. On va parler industrie automobile européenne. C'était la grande décision attendue hier de la Commission. L'assouplissement, alors c'est pas la fin, c'est un assouplissement de l'interdiction de véhicules neufs à moteur thermique à partir de 2035. Ça fait très longtemps que notamment l'industrie automobile allemande ferraille avec Bruxelles sur ce sujet. Il semble qu'ils aient été entendus. Oui, je pense que ce 2035 va rester dans les annales de choses qu'il ne faut pas faire. Et j'espère qu'on apprendra de nos erreurs. On est dans un monde qui n'est plus du tout celui qu'on a en imagination en France des années 60-70, où on avait un État à la fois très puissant et aussi connaissant bien les éléments de technologie avec des CEA, des CNET, des CNES, tout ça, ces créations au début des années 60 par le général de Gaulle. Aujourd'hui, la puissance publique, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, en fait, ne connaît pas ou connaît peu les technologies. Et donc, à partir du moment où elle devient prescriptive d'une technologie, elle se met en danger de faire des erreurs massives. Que la puissance publique, encore une fois, européenne ou française, nous dise il faut décarboner la mobilité, voilà l'objectif, voilà une trajectoire, mais c'est aux acteurs, et essentiellement les entreprises, souvent les grandes entreprises, qui possèdent les clés technologiques permettant d'atteindre ces objectifs, de faire leur choix. On serait dans la normalité de la répartition des compétences et des savoirs. Là, on a pris un choix que je vais qualifier de dogmatique, c'est un choix politique, symbolique, sans regarder les éléments techniques, comment on fait pour décarboner la mobilité. Dans certains cas, dans certains usages, la voiture électrique émet plus en bilan global de carbone qu'une voiture thermique, ça dépend. Oui, il faut prendre la globalité du cycle de production. Et puis on n'a pas regardé les conséquences économiques et notamment d'importation. On va sans doute revenir sur ce bulldozer chinois qui nous apparaît. Voilà, donc je crois que là, on est en train de vivre, c'est une courbe d'une décision qui a été portée, encensée, dont on a vécu la désagrégation progressive, et puis un retour à la normalité, à la réalité. C'est une forme d'allégorie, je dirais, je ne sais pas quel autre terme utiliser, mais il va falloir qu'on apprenne de ce type d'erreurs. Ce ne sont pas des décisions purement politiques, symboliques, qui nous permettront de faire face aux enjeux environnementaux et notamment de la décarbonation. Bon, donc vous saluez la décision de la Commission d'amender un projet qui était peut-être un petit peu raide. Tout à fait. Dans la chronologie. Jean-Marc ? Ah non, moi je suis totalement hostile à ce qui vient de se passer. Je pense que, d'abord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là dans la matinale, je pense que en termes de processus de décision, en citant Descartes, qui disait que quand on est dans une forêt et qu'on a choisi une direction pour sortir de la forêt, on reste sur cette direction. On s'y tient, même si on s'est trompé au départ. Mais si on se trompe de chemin, Jean-Marc, c'est peut-être bien de corriger le tir. Et donc ça c'est sa deuxième recommandation de Descartes. La première, c'est de dire on commence par douter, et quand on doute, on consulte un certain nombre de gens. Je pense qu'au niveau européen, c'est la question qu'on s'est posée. On a commencé par avoir un objectif qui était la décarbonation. On a pris un certain nombre de consultations, on a consulté un certain nombre de gens et on a pris une décision. Et une fois qu'on a pris cette décision, il faut s'y tenir. D'autant plus que je vais là aussi faire la citation que j'ai faite tout à l'heure et je pense qu'elle est importante. C'est le rapport qui a été fait par l'Office de météorologie mondiale à l'occasion de la COP30 qui s'est tenue au Brésil à la fin du mois de novembre. Et donc le rapport commence juste par cette phrase: la concentration moyenne mondiale de CO2 a enregistré en 2024 sa plus forte hausse depuis les débuts des mesures modernes. C'est-à-dire que le problème de la décarbonation est un problème qui n'est toujours pas traité et qui s'aggrave. Et donc, je pense que revenir en arrière en disant « mais écoutez, il y a le bulldozer chinois, il y a des gens qui nous font une concurrence déloyale », je pense que c'est dangereux. D'autant plus que, et je vais conclure là-dessus, je suis toujours très surpris que les Européens, et c'est ce que mettent en avant d'ailleurs les Danois, puisque le sommet c'est sous présidence danoise, les Danois mettent en avant, à propos du Mercosur en particulier, qu'on est dans cette situation la plus singulière et la plus aberrante de l'histoire, où une zone qui dégage des excédents commerciaux considérables défend une politique protectionniste. Je pense que c'est la première fois sur le plan intellectuel que les gens qui bénéficient du commerce mondial... La Chine aussi. Oui, mais la Chine elle aussi, mais elle n'a pas cette position aussi outrancièrement protectionniste dans les sommets internationaux. Elle avance masquée, alors elle avance masquée, je suis d'accord. Je pense qu'on perd dans la bataille face aux Chinois en termes de protectionnisme. Elle avance masquée, mais nous, c'est absolument invraisemblable qu'on arrive en disant on ne veut pas signer avec le Mercosur,
parce que le libre-échange nous conduit à des concurrences déloyales, alors qu'on n'arrête pas de dégager des excédents. C'est un peu plus nuancé. On peut pas signer le un petit retour sur... Je pense qu'il ne faut pas confondre la volonté de décarbonation et ce que Jean-Marc vient de citer et partager. Des considérations environnementales, des considérations industrielles. Et la manière dont on articule les deux. Encore une fois, il y a nécessité absolue de se décarboner. L'industrie l'a fait relativement depuis quelques années. Il n'y a pas que la désindustrialisation qui a porté de la décarbonation. La mobilité l'a fait un peu moins, le bâtiment encore moins. Il est normal qu'on s'attaque à ces deux autres secteurs. La question n'est pas l'objectif, la finalité, et ça, la puissance publique est parfaitement légitime pour fixer un cap. Oui. La question, c'est les modalités techniques et technologiques qu'on utilise pour le faire. Bon, parce qu'il y a évidemment la bataille climatique, mais il y a aussi 14 millions de salariés dans l'industrie automobile européenne qu'il faut peut-être aussi protéger, Ryan Ezra. 330 000 salariés en France, et je crois que c'est 31 milliards d'euros sous votre contrôle de chiffre d'affaires. Ils sont morts asphyxiés par le réchauffement climatique. Les 14 millions de salariés, ils demanderont pourquoi on en est arrivé là, peut-être. Je ne sais pas si la date de 2035 empêchera qu'on meure d'asphyxie. Par contre, ça risque d'être sans aller jusqu'à ces extrêmes. Ryan. Je pense quand même que ce qui a été annoncé par la Commission européenne est une mauvaise nouvelle pour l'industrie et pour l'environnement. Une mauvaise nouvelle pour l'industrie, notamment française. C'était, vous l'avez dit, une demande importante de l'industrie automobile allemande, BMW, Mercedes, Volkswagen, qui en fait étaient en retard sur l'électrification par rapport aux constructeurs français. En France, vous aviez l'an dernier, en 2024, une voiture neuve sur 6 qui était 100% électrique. Oui. Ce qui en fait est un immense progrès sur 10-15 ans. En Allemagne, c'est 1 sur 8. Si vous prenez les pays nordiques, les pays... Ils sont à 80% électrisés en Norvège, Suède ou Finlande. Dans les ventes, par exemple, aux Pays-Bas, on est autour de 5% d'électrique. Donc, on est, en fait, l'industrie automobile française avait plutôt une longueur d'avance par rapport à ses concurrents européens. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour elle de se dire qu'on va ralentir, sans forcément remettre en cause le principe de l'électrification. Il faut rappeler le chiffre quand même. Ralentir sur la trajectoire, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on avait, pour une fois, un avantage compétitif. Pour une fois, effectivement. On passe de 100% de véhicules électriques en 2035 à 90%. C'est pas une révolution non plus. Mais on est d'accord, mais c'est un assouplissement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la balance penche plutôt côté de l'industrie allemande dans cette décision. Je pense que c'est difficile de le contester. La deuxième chose, c'est que le signal envoyé aux consommateurs, aux clients, est aussi un signal qui dit que finalement, on ne va pas vers le 100% électrique, on gardera des moteurs avec différents types de hybrides et consorts, de motorisation. Des moteurs thermiques, des moteurs hybrides ou électriques. Encore une fois, pourquoi pas? Mais c'est quand même, si on regarde, j'en conviens au plan politique, un recul sur l'ambition environnementale. Et moi, ce qui me pose aussi quand même un gros problème, c'est ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, la voiture individuelle, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, 10%. Oui. Que l'électrification, c'est quand même un des leviers pour diviser, alors on ne sera pas à 0, mais diviser par 3 ou par 4 ces émissions de gaz à effet de serre, et que tout freinage, tout ralentissement sur cette transition écologique fait qu'on se met en difficulté, nous Européens, pour atteindre cet objectif qu'on s'est donné collectivement au moment des accords de Paris, la neutralité carbone en 2050. Et c'est pas... Là, pour le coup, pour une fois, je trouve que c'est assez noble de la part du politique de fixer un objectif environnemental à la moitié du 21e siècle, de se dire nos modes de consommation, nos modes de production ne doivent plus détruire les écosystèmes. Donc, sur le plan industriel comme sur le plan environnemental, je pense que c'est pas une bonne nouvelle, ni pour l'industrie française, ni pour la planète. Et pour terminer, je pense que c'est pas non plus, je veux dire, reculer sur les progrès technologiques. Certes, c'est pas toujours à la puissance publique de les définir, ces progrès technologiques, et parfois, voire souvent, elle se trompe, évidemment. Mais reculer sur ces progrès technologiques et se dire que finalement, on va continuer à faire du thermique sans date butoir, c'est pas ce qui va sauver l'industrie automobile européenne du danger de mort dont témoignait le commissaire européen Stéphane Séjourné. Oui. Il y a des annonces qui sont bonnes de la part de la Commission. Pardon, je suis un peu long, mais je termine là-dessus. Par exemple, les prêts de 1,5 milliard à la filière des batteries pour nous rendre souverains sur cette, et on en est loin, sur cette technologie-là, pour garantir la réussite d'une stratégie d'électrification, ça c'est positif. Mais le reste, je pense que c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut investir massivement quand les règles du jeu changent en cours de route comme ça, Olivier Loincy ?
Ça, c'est le grand risque et par rapport à la position que je viens de défendre, je veux dire, il y a des pour et des contre. Après, je pense qu'on doit apprendre de cette décision, c'est mon discours. Et dans vos différentes réponses, je pense encore une fois que vous confondez un peu l'objectif de décarbonation et les modalités. Alors, à partir du moment où on est rentré dans un symbole politique, 2035, etc., est-ce qu'on est obligé de continuer dans le symbole jusqu'au bout ? Je pense qu'on peut expliquer aux Français qu'une voiture électrique, ça émet du carbone pendant sa production, si ça n'en émet pas pendant son usage, et qu'entre les deux, il y a des usages, il y a des façons de l'utiliser où c'est mieux d'avoir du thermique. Mais passons. On parle des ventes de neuf. L'essentiel des ventes sont sur le marché de l'occasion. Donc ça n'empêchera pas d'avoir des véhicules thermiques sur le marché. Et alors après, le deuxième point que vous évoquez, là-dessus, je pense qu'on aura un débat autour de cette table-là. Moi, je suis absolument convaincu qu'on s'est donné des règles. On a un projet de société en Europe autour d'un modèle social, autour d'ambition environnementale. On vient en parler. Que ce modèle-là impose des exigences sur la manière dont, notamment, les produits manufacturés automobiles sont réalisés, sont mis en œuvre. Si nos partenaires économiques avaient les mêmes règles que nous pourrions continuer sur une trajectoire de commerce totalement ouvert. Pourquoi pas ? Ça a démontré pendant les années 90 que ça créait de la richesse. Donc, il ne faut pas dénoncer de manière brutale et globale la vertu du commerce international. Mais quand les règles du jeu ne sont pas les mêmes, dans ces cas-là, il y a un sujet et il y a besoin d'une forme de protection de nos valeurs. Ce n'est pas que de nos économies, mais de nos valeurs. Les trajectoires de la Chine ou des États-Unis qu'on pouvait espérer dans les années 90 au moment où on a signé l'OMC comme convergentes avec les nôtres, autant sur le modèle social que les ambitions environnementales, quelques décennies après, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il faut en tirer les conclusions. Donc pour protéger notre industrie européenne qui mérite d'être protégée, instaurer des barrières douanières à la hauteur des subsides. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut faire des quotas, on peut imposer du transfert de technologie. On a un superbe actif qui est le marché européen. En fait, c'est notre plus grande force. Donc par rapport à ça, si les Chinois veulent y pénétrer parce que le marché américain se ferme à eux, quelles sont les conditions qu'on met dedans, et notamment du transfert de technologie. Sur les batteries, vous l'avez dit. Ce qu'ont fait les Chinois pendant 25 ans. Ils ont une génération, deux générations, c'est-à-dire 5-10 ans d'avance technologiquement. Et ben, on fait du transfert de technologie inversé, après l'avoir fait dans le sens inverse pendant des décennies. Alors on voit que ça ferraille à Bruxelles là-dessus, et entre les Français et les Allemands notamment. Est-ce qu'on avance au niveau européen sur cette réflexion ? La grande difficulté de l'Europe qu'on a sur ce type de sujet-là, elle est double. L'Europe n'a pas du tout été construite pour gérer ce type de problème-là et donc de protection du marché. La génétique, l'ADN de l'Europe, c'est le libre-échange. C'est celui qu'on connaît. Premier point. Et deuxième point, aujourd'hui, les intérêts des différents États membres sont divergents. Ça a été mentionné par Jean-Marc tout à l'heure. Certes, l'Europe comme telle est nette exportatrice, mais à l'intérieur de l'Europe, pour prendre la situation française, en termes de biens manufacturés, nous sommes dans un déficit abyssal. Juste pour illustrer que les États membres, c'est un des points, mais il y en aura plein d'autres. Qui a un outil productif, qui a des usines de construction d'automobiles, qui n'en a pas aussi. Enfin, il y a plusieurs critères. Les États membres ne sont pas aujourd'hui dans des intérêts convergents. Je pense que ces intérêts vont progressivement aller dans le même sens parce que ce que j'ai appelé le bulldozer chinois ne va pas s'arrêter de suite et qu'à un moment donné, quelque part, nous ne sommes que les éclaireurs d'un monde à venir dans l'Europe. On le voit bien sur l'industrie allemande et qu'il y aura une convergence. Est-ce que ça va venir dans 3 ans, dans 5 ans ? Ça, on ne le sait pas, ça va venir, mais aujourd'hui, il n'y a pas de convergence entre les États membres sur le sujet parce que commercialement, nous ne sommes pas dans la même situation, industriellement, nous ne sommes pas dans la même situation. Et avec une question qui monte, qui est, est-ce que l'Allemagne n'est pas en train d'entraîner l'ensemble de l'Europe au fond du trou, pour parler crûment, en tout cas des voix célèbres en l'Allemagne, France. Tant qu'elle est dans une situation nette exportatrice et qu'elle aura du bénéfice à des règles, je dirais, moins protectionnistes, elle défendra cette position. Quand son commerce extérieur se rapprochera du zéro, elle basculera assez naturellement. Jean-Marc Daniel. Je crois que vous avez une vision de l'Allemagne qui n'est pas ce qu'est vraiment l'Allemagne. C'est-à-dire que dans les statistiques qui ont été publiées, certes, elle est exportatrice nette, mais ce qui est important dans ce qui vient d'être publié, c'est que c'est devenu le premier détenteur capitaliste du monde. C'est-à-dire que l'avoir extérieur net d'un pays qui représente la différence entre ce qu'il détient à l'étranger et ce qui est détenu sur son territoire, cet avoir extérieur net a été pendant très longtemps, le plus important a été pendant très longtemps celui du Japon. Et cette année, c'est celui de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que les deux pays sont confrontés au même problème, c'est-à-dire une population qui vieillit, donc une capacité productive qui s'amoindrit, et donc une réponse par l'acquisition
à l'étranger de lieux d'entreprises où il y aura effectivement des jeunes pour travailler. Et donc je pense que ce modèle-là est le modèle qui correspond à la réalité européenne. C'est-à-dire que nous sommes, c'est une de mes obsessions, nous sommes une maison de retraite. Et donc à partir de ce moment-là, nous devons avoir une attitude économique de maison de retraite. Donc il faut projeter de l'épargne à l'étranger et pas se donner comme objectif de regarder strictement, instantanément, le nombre d'emplois qu'il y a dans un secteur qui est lui-même déclinant. Je vais prendre un autre exemple, c'est le cas du Royaume-Uni. Rachel Reeves, la chancelière de l'échiquier britannique, est en train d'essayer de batailler contre la nationalisation de la sidérurgie. Et donc, elle est intervenue récemment à la Chambre des communes et elle a dit, vous savez, il n'y a plus que 2500 emplois dans la sidérurgie britannique, c'est peut-être pas la peine ni de nationaliser, ni de faire des droits de douane pour protéger ces 2500 emplois. Il y a un des leaders du Parti conservateur en face qui a dit, vous vous trompez, ça doit être 25 000. Elle a dit non. À l'heure actuelle, au Royaume-Uni, il n'y a plus que 2500 emplois dans la sidérurgie et il n'y a plus aucun mineur de fonds. Alors que nous avons tous appris la révolution industrielle, la dimension exceptionnelle prise par le Royaume-Uni, c'était les mines de charbon et la sidérurgie, les grèves de Thatcher, c'était les mineurs. Quelques décennies, oui. Bon, tout ça, c'est fini. Parce que le Royaume-Uni, maintenant, c'est la City. Le Royaume-Uni, des services financiers. C'est des services financiers. Donc, il faut aussi s'adapter à la réalité de notre démographie et à la réalité des endroits où nous avons des avantages comparatifs. Ça a laissé quelques traces dans le nord de l'Angleterre, tout de même. Olivier Lanty. Oui, s'adapter à la réalité de notre démographie, certainement, pas de souci. Et d'ailleurs, l'un des freins de l'Allemagne, en tous les cas dans sa prise de position, je prends par exemple la chimie, qui est en train de souffrir énormément en Europe, c'est que BASF a investi énormément en Chine et donc n'a pas envie qu'on rentre dans une situation de tension. Et Volkswagen, il va aussi, entre l'Europe et la Chine. Évidemment. Et ça, c'est des facteurs d'influence assez forts sur la position allemande. Après, sur l'autre point, je ne peux pas souscrire à ce que vient de dire Jean-Marc. Certes, 2500 personnes, mais il y a aussi une autre chose dans le monde qui va devant nous, qui est celui du retour des empires, c'est la question de la souveraineté. À partir du moment où vous n'avez pas d'acier, par exemple, en Europe, dites-moi comment on est crédible pour dire qu'on va avoir une armée, qu'on va être capable de se défendre. Et on peut continuer. On n'a pas de médicaments, puisqu'on dépend à 80-90% des principes actifs, et même, par exemple, des antibiotiques de l'Inde et de la Chine. Par rapport à une crise sanitaire comme celle qu'on a connue, nous étions en situation de vulnérabilité, de dépendance. Si les règles du commerce international étaient jouées comme on a voulu les jouer dans les années 90, et j'y ai souscrit à cette époque-là, pourquoi pas ? Mais les règles ont changé. Mais les règles Ce que vous nous dites, c'est que les règles ont changé et que l'Europe doit s'adapter. Demain, les États-Unis appuient sur le bouton et bloquent les plateformes digitales. Demain, l'Inde appuie sur le bouton et décide de ne plus exporter en Europe des médicaments. Pour eux, c'est une perte économique, c'est certes, mais le levier qu'ils font sur nous leur permettrait de gagner tous les arbitrages de commerce extérieur. Ça, c'est le paysage aujourd'hui de la souveraineté, et peut-être d'autres que du commerce extérieur politique. Et donc, à partir de là, il faut réagir. C'est pas 2500 salariés qu'on essaye de sauver dans le cas. C'est la capacité autonome à produire de l'acier qui est une production essentielle pour des finalités souveraines. On peut ne pas aimer ce monde-là, c'est celui qui nous arrive aujourd'hui à toute vitesse dessus. Avec un monde qui